Les cris de femmes, des scènes de désespoir, les prières d'une foule accrochée, agglutinée aux grilles du charbonnage, une fumée épaisse, telle est la première vision qui se présente à moi. Le 8 août 1956, à 7 h du matin, je suis descendu à l'étage 1035 pour y commencer mon travail en voyage. Et nous avons travaillé environ 1 heure, 1 heure quart, lorsque tout à coup, de plus haut, Yanetta nous a crié « Marceau, il y a le feu dans la fosse ». Et alors on m'a dit, Madame Docteur Bell, j'ai dit oui, il faudrait retourner à Pironchamp parce que votre mari a un petit accident. Et quand j'arrive à Pironchamp, ma maman m'a dit, c'est pas grave, il ne faut pas avoir peur, je parie depuis le pire. Mais il y a une catastrophe. L'homme a poignardé la terre, il a plongé des lames d'acier dans ses entrailles. Puis, il a sombré en elle, profondément, toujours plus profondément. Aveugle et obstiné, l'homme a arraché au cœur des ténèbres le diamant noir, un joyau sans éclat, sans lumière, sans pardon. Et il en fallait toujours plus, tant et si bien que l'on ne sait plus qui, de l'homme ou de la terre, a dévoré l'autre. C'est ce combat terrible que raconte Marcinelle. C'est cette bataille des ombres qui résonne encore dans le fond. À ce moment-là, nous avons pris les mesures nécessaires, c'est-à-dire que comme nous étions déjà envahis par les fumées, nous n'avions plus de lumière, plus de téléphone, nous nous sommes engouffrés à 7 dans un trou de cage où il y avait la place pour 5 personnes. Comme au jour, on ne savait pas ce qui se passait, et Marceau, voyant qu'on ne tirait pas vite assez, a voulu descendre de la cage pour faire le tour pour aller sonner à la sonnette d'alarme. Et au moment où il est descendu, les manœuvres au jour étaient terminées, ils ont tiré. Et Marceau nous a crié, mais ça ne fait rien de remontrer à l'autre. Nous sommes arrivés au jour quelques minutes plus tard, il y avait déjà d'énormes fumées. Marceau n'est jamais remonté. Ce jour-là, je me présente devant les grilles du charbonnage du casier. Voyant l'ampleur de la catastrophe, les fumées noires qui retombaient sur les voitures, les gens qui attendaient en face de la grille. Et je suis monté à l'étage d'une maison pour prendre ma première vue, ma première prise de vue. Et là, je me suis rendu compte que c'était vraiment grave. Depuis, il se dégageait des volutes de fumée, de plus en plus noires, de plus en plus abondantes. Et le sentiment était qu'on était devant un accident très grave. C'est la première impression, c'est la première vision en entrant et en allant vers les grilles. Une fois les grilles franchies, alors que l'incendie en fait continue à se développer, à s'intensifier à un point tel que, à un moment donné, les volutes de fumée vont être la fumée noire et dense, va être si épaisse et si abondante qu'on ne verra plus les chevalements, qu'on ne verra plus les châssis à molettes. Et sur la cour du charbonnage, c'est l'effervescence, tout le monde va et vient, on ne sait pas très bien ce que l'on peut faire, ce que l'on veut faire, ce qu'il faut faire, sinon qu'on réalise qu'il y a un très gros problème qui se pose dans le fond.
Le puits Saint-Charles, suspendu entre ciel et fond, ne comprit pas tout de suite la folle frénésie qui s'emparait du bois du casier. Dans un bruit rauque, ces cages se ruaient à l'assaut des profondeurs et remontaient dans un cri de victoire, les bras chargés de son or sans reflet. Puis replongeaient à nouveau, inlassablement. Je suis arrivé sur le carreau et là j'ai rencontré un mineur à qui j'ai posé la question « Est-ce grave ?» Il m'a regardé et il m'a dit « Monsieur, il y a peu d'espoir. » Je dis « C'est pas possible. C'est pas possible, enfin, c'est ce qu'il dit, il y a peu d'espoir. » Et alors je me suis dirigé vers le fond du charbonnage pour photographier toute cette fumée qui sortait. C'était vraiment impressionnant. On aurait dit un volcan en éruption, tellement c'était effrayant. Le matin du 8 août 1956 est un matin comme les autres. Chassé-croisé des cages, valse des wagonnets, répétition inlassable des mêmes gestes. Pourtant, ce jour-là, le destin décida qu'il en serait autrement. 275 hommes sont pris au piège du feu et des flammes. C'est la panique, la débandade, le drame. Comment la catastrophe s'est-elle produite? Une cage était à l'étage de 975 mètres, l'étage principal d'extraction, et l'autre cage était à la surface. Un wagonnet plein a été poussé dans la cage, et quand un wagonnet plein pénètre dans la cage, il pousse le wagonnet vide hors de la cage. Et le wagonnet vide a été bloqué par un arrêtoir entre les deux trains de roue du wagonnet vide. Le wagonnet vide était donc à moitié sorti, le wagonnet plein à moitié entré, et la cage a démarré intempestivement, et par conséquent le wagonnet vide est monté en partie en dehors de la cage et a écrasé un câble électrique et rompu une conduite d'huile qui se trouvait au ciel de la galerie de l'envoyage de 975. L'huile a giglé sur le câble électrique où il y a eu un court-circuit bitriphasé et l'énergie électrique libérée était largement suffisante que pour entraîner l'inflammation de l'huile. Nous avons pu reproduire les circonstances de l'accident et démontrer que l'huile s'enflammait en 2,43 millisecondes et que les appareils de coupure dits instantanés coupent en 70 millisecondes minimum à cette époque-là. Par conséquent, l'incendie était inévitable. L'incendie a été d'une extrême violence parce que l'huile, qui était dans un réservoir à l'étage de 900 mètres, a coulé par la rupture de la conduite et toute l'huile a brûlé. L'incendie étant d'une extrême violence, s'est propagé vers les portes de liaison entre les puits. Ces portes empêchent l'air de passer en court-circuit d'un puits vers l'autre parce qu'il faut aller aérer les chantiers, et ces portes en bois en une heure environ ont été complètement calcinées. Par conséquent, les fumées et la chaleur est passée du puits d'entrée d'air vers le puits de retour d'air, et le puits de retour d'air a été soumis à cette haute température et les câbles d'extraction du puits de retour d'air se sont même brisés, ils ont sont fondus après 1h30, et la seconde issue étant bloquée, tout le personnel qui se trouvait dans la mine se trouvait donc dans le circuit des fumées chargées d'oxyde de carbone, et l'oxyde de carbone est un toxique extrêmement mortel, même en quantité relativement faible. Eh ben, nous sommes arrivés ici vers 8h30, 9h15. Tout il faisait noir de fumée ici. Le camion de la centrale était déjà prêt. Nous nous sommes habillés, et alors il nous a dit qu'il faut aller voir ce qui se passe à 1035. Nous sommes descendus à deux sauveteurs, à M. Calefis à 1035.
Et alors, la cage n'a pas su arriver jusqu'au niveau, parce que le câble commençait déjà à restreindre avec la chaleur. Alors l'ingénieur il prétendait de sortir, parce qu'il nous attendait quelqu'un qui barbotait plus loin. Et nous, on a dit non, on remonte. Alors, comme on a remonté, on a passé à 975, je ne savais pas que c'était 975, on a vu tout rouge. Tout rouge. On a monté dessus. Tant que l'ingénieur a été fait son rapport au bureau, l'autre cage est tombé dans le fond. Le front gris, les femmes restent là, crucifiées. C'est leur mari, c'est leur fils qui appellent. Mais il n'y a que le silence et l'attente insupportable. Elles sont là à guetter chaque sauveteur qui sort, épuisé, de la bouche du diable, pour lui voler une lueur d'espoir. On a cru, certains temps, qu'il n'y aurait aucun survivant. Mais cependant, on n'a pas perdu espoir et on a essayé de redescendre dans le puits contre les flammes et la chaleur. Vous voyez ce que peut faire un incendie dans un puits de 975 mètres, c'est une véritable cheminée. Pour aller à 1035, c'était très difficile pour nous parce que c'était des kilomètres pour arriver. C'est inimaginable. On descendait à 835, pour aller à 1035, il fallait 2h30 à pied. Alors les gens n'imaginent pas ça. Ils se croient qu'il est tout près. Mais de toute façon, la première équipe qui a été, ils n'ont presque rien vu parce qu'ils ont dû remonter tout de suite. Alors l'autre équipe que nous avons descendu, on a été à la même place, on a été plus loin. Et plus loin, on a trouvé un gros bois qui était marqué avec une craie et nous fouillons vers la Capome. Alors nous, les sauveteurs, tout de suite, on a couru vers la Capome. Et en arrivant vers la Capome, on a trouvé un paquet de cadavres, tout éclaté, presque toute en décomposition. Et alors, après le jour suivant et les jours suivants, on descendait avec des couvertures et des sacs d'emballage. Et les radios, ils disaient toujours, il y a encore d'espoir à 1035, il y a encore d'espoir à 1035. Et nous, on descendait pour emballer les cadavres et on le mettait dans le wagonnet pour apprêter la remonte des cadavres. Puis, le dernier sauveteur remontera, exténué. Et il leur dira ce que les journaux murmurent. Il leur dira ce que les autorités cachent. Mais il n'y a plus rien à dire. Elles savent. Elles ont toujours su. Alors, elles lâchent les grilles et elles s'effondrent en silence, en chagrin, en désespoir. Tutti cadaveri, tutti cadaveri. En fait, il est apparu très tôt que l'on avait peu de chances de remonter des rescapés, pour ne pas dire qu'on n'avait pas de chance du tout. La direction du charbonnage et celle du corps des mines avaient acquis la conviction que la situation, dans le fond, était grave et était rendue d'autant plus grave par le manque d'aération dans la circulation de l'air. Et à 9h30 du matin, jour de la catastrophe, il était pratiquement acquis qu'on ne remonterait pas des survivants. Et ça a été une réelle surprise, une surprise d'autant plus heureuse qu'à 2 reprises, donc, on a remonté 3 hommes d'une part et une deuxième équipe de sauveteurs a pu remonter 3 autres hommes vivants. À 22h, on a pensé qu'il n'y avait plus d'espoir de retrouver un seul survivant. Mais les opérations de sauvetage se sont poursuivies pour ramener tous les corps. Parce que notre objectif, c'était de ne laisser aucun corps dans le fond de la mine. « 262 mineurs
morts asphyxiés. 13 survivants seulement. La catastrophe laisse 204 veuves et 417 orphelins. Le pays est en état de choc. La mine est à genoux. L'identification se faisait par le médecin légiste qui donnait des coordonnées de taille, éventuellement de poids, qui étaient comparées avec les fiches, disons les fiches sanitaires que possédait le charbonnage. À ce moment-là, les vêtements étaient enlevés, ils étaient mis dans un sac portant toujours le numéro du corps et la protection civile procédait alors à leur désinfection, au nettoyage d'abord et à la désinfection des vêtements. Ces vêtements alors ont pu être montrés aux parents des victimes. Dès que la cage arrivait en surface, un militaire était chargé de procéder à la désinfection, de pulvériser donc, et la cage et également les corps qui venaient d'être remontés. Les corps étaient alors déposés tout près du puits de remontée d'air, sur des tréteaux, en attendant de pouvoir faire procéder à leur autopsie. L'autopsie a toujours été faite par un médecin, le médecin légiste. À l'époque, c'était le docteur Drault, aujourd'hui décédé. Il était assisté d'infirmières, toujours 3 infirmières laïques et 3 religieuses. Comme je vous l'ai dit tantôt, le corps était donc déshabillé, examiné au point de vue cicatrice, amputation, tout élément qui devait permettre leur identification. N'oublions pas que l'ouvrier mineur ne possède rien, aucun bijou, pas beaucoup d'oreilles, absolument rien. Il ne possède que son vêtement, son bleu de travail. Et en fait, tous les mineurs ont pratiquement le même bleu. Quand le corps était donc numéroté, ce numéro va le suivre partout. C'était l'armée qui se chargeait de mettre le corps dans les cercueils. Le cercueil portait le numéro. Dans un sac, la protection civile emportait le sac portant le même numéro et allait alors à la désinfection. Les vêtements étaient nettoyés, convenablement désinfectés pour être ensuite exposés et permettre aux familles des victimes ou aux personnes s'occupant des ouvriers mineurs, parce que n'oublions pas que beaucoup vivaient encore dans des baraquements et qu'il n'y avait personne en fait pour s'occuper de leurs vêtements. Les corps étaient transportés à l'école des dans la salle de préau de l'école des c'est là qu'ils étaient. Parmi les victimes, 136 Italiens, fils du soleil, en provenance de la lumière et à destination des ténèbres. À peine avaient-ils quitté les affres de la guerre qu'on les faisait descendre au cœur d'une autre bataille, celle du charbon. Loin les parfums de Manopello, si loin les rivages bleutés de Sicile ou d'ailleurs. Ici, l'horizon n'allait pas plus loin que le bout de leurs lampes. Ici, c'était le règne de la poussière qui les poursuit jusque dans leurs poumons. Ils ne reconnaissaient rien ni personne. Et au loin criait la terre natale, « Tu vois, fils, la Belgique, c'est Dante pour son enfer et Machiavel pour son système. » Les matins qui se lèvent sur la mine au lendemain de la catastrophe sont lourds de tristesse, de questions, de revendications. Les journalistes veulent des actes, la population des réponses, les familles des coupables. Les commissions d'enquête répondront du bout des lèvres.
La justice punira du bout des doigts. Le procès qui a eu lieu, qui devait normalement avoir lieu, qui découlait de cette catastrophe, en fait pour moi est un faux procès. Et il est surtout faux dans la mesure où, dans un second temps, c'est M. Calicis, qui était directeur des travaux du charbonnage du bois du casier, qui a été en quelque sorte la victime d'un procès qui n'était pas un vrai procès. Conséquence, condamnation d'un homme que nous estimions tous, que nous appelions d'ailleurs bon papa Calicis, pour ses qualités humaines, et qui a prouvé par après, lors des opérations de sauvetage, justement, toute sa valeur en tant qu'homme. Mais il fallait malheureusement trouver un coupable pour satisfaire l'opinion populaire. 3 ans avant la catastrophe, quand il est revenu du corps des mines, il me dit « Ah, je suis directeur des travaux. » Ah, ben je dis « Je te félicite de tout mon cœur. » Mais j'ai peut-être signé mon arrêt de mort qui m'a répondu. Mais c'était pas son arrêt de mort, mais c'était si on avait eu une... comment vais-je dire, un jugement pour donner un arrêt de mort, il n'aurait pas été plus long. On a eu 107 séances de tribunal, 54 à Charleroi et 53 au cours d'appel à Bruxelles. Et je vous assure que les nerfs, ils en ont pris un fameux coup. Mais sans jamais penser qu'il serait condamné, moi j'ai rien fait. J'étais même pas dans le fond. Concernant M. Calicis, tous les sauveteurs, il était triste quand ils l'ont condamné. Parce que nous, on voulait aller témoigner, mais la personne qui nous a convoqués, nous a fait passer pour ça tous. Il fallait à bouc émissaire et justement, ils ont condamné cet homme-là. Ça, c'était le meilleur de tous. Le meilleur de tous. Il descendait avec nous, c'était un vrai père de famille. Et un homme courageux, volontaire, tout. Et alors, pour les sauveteurs, c'est la direction qu'on devait condamner. Le directeur, M. Jacquemin, et toute sa société anonyme. Parce qu'ici, c'était un charbonnage qui travaillait comme étant Napoléon. Comme étant Napoléon qui travaillait. Il n'avait pas de sécurité, il n'avait rien du tout. Il fallait du charbon et de l'argent, du charbon et de l'argent. Il est certain que ce qui animait à ce moment-là les administrateurs, essentiellement, c'était la rentabilité du charbonnage et l'accroissement de la productivité inhérente à la rentabilité. Et à ce titre-là, ce n'est pas M. Calicis tout seul que l'on devait condamner, mais si l'on devait condamner, il fallait condamner tous les administrateurs et pas seulement le directeur des travaux. Que voulez-vous? Il fallait quelqu'un qui paye pour tout ça. Pour tout ce qu'on avait fait ou pas fait. Après une timide réouverture, comme pour conjurer le sort, le bois du casier arrêtait définitivement son activité en 1967. La mine laissait derrière elle des milliers d'orphelins, fils du pays, fils du soleil. Ils restaient là à contempler les câbles immobiles, à écouter le gouffre désormais silencieux. Ils restaient là à constater l'impensable. C'est une partie d'eux-mêmes qu'on enterrait. Dans les galeries de cette fourmilière géante résonne encore cette symphonie d'eau, de terre, d'air et de feu. Et toujours elle chantera cette symphonie en sous-sol majeur. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur
une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde